Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Les fruits de la tentation » par Dominique Mémy et Bérengère Delaporte, aux éditions Dodo Clem. Nous allons commencer cette histoire. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Nous te remercions par avance. Merci. En ce mois de mai, les précoces gariguettes étaient à la fête. Elles pointaient vers le ciel leurs formes généreuses et leurs vertes colorettes. Il faut dire que c'était la belle saison pour nos tendres fraises vermillons. Leur couleur rappelait les joues des nourrissons. Elles se pavanaient gaiement au cœur des plantations. Dans le jardin, tous enviaient les demoiselles joufflues. On venait de toutes les allées admirer leurs joyeuses tenues. Sire Poireau, sensible à leur beauté, voulut à son tour les visiter. Il alla jusqu'au paillis qui protégeait les tendres fruits. Lorsqu'il arriva près des fraises, il poussa un cri terrifiant. Sur le paillis s'étalaient des taches de sang. Des gariguettes ne restait que la collerette. Sire Poireau devint blanc comme un cierge, et pour la première fois, des larmes glissèrent sur son col vert. « Pauvre fraise !» dit-il désespéré. Puis, il alla chercher docteur Navet qui prenait le frais. Il brossa une brève description de la scène du crime pour ne pas choquer son ami intime. « Nous devons trouver au plus vite le criminel. Il ne faudrait pas qu'il passe la belle. Les futures fraises sont en danger. Il est de notre devoir de les protéger. » Ils commencèrent par interroger les rosiers proches de l'allée. Mais les roses, jalouses du parfum des fraises, tournèrent la tête. Comment osait-on les soupçonner? Elles, si bien élevées, si parfaites. Les deux détectives interrogèrent alors un pommier qui, non loin de là, se lamentait. « Et vous, l'arbre fruitier, avez-vous entendu un bruit suspect ?» demanda Sire Poireau. « Oh non, ne voyez-vous pas que je suis malade? J'ai la nausée. Je crois que ces pesticides vont finir par me tuer. » « Des pesticides ?» ?»« Oui, les hommes en pulvérisent partout. Ne lisez-vous pas la presse? Même les abeilles disparaissent. »« Se pourrait-il ?»« Cela est certain, » s'exclama docteur Navet. « Nous tenons les coupables. »« Y a-t-il d'autres victimes ?» demanda le pommier d'une voix plaintive. « Malheureusement, nous pensons que oui. Ce seraient ces demoiselles les fraises. »« Oh !» cria le pommier. « Je vais faire un malaise. »« Nous voilà bien avancés, » souffla Sire Poireau à son associé. « Retournons vite vers les fraises et vérifions notre hypothèse. »« Nous reviendrons vous aider, c'est promis, » lança docteur Navet, l'air contrit. Nos deux amis retournèrent vers les gariguettes. Soudain, Sire Poireau s'allongea près des fraises comme dans un lit. « Que faites-vous sur le paillis ?» interrogea docteur Navet, surpris. « Je tends un piège au criminel !» chuchota Sire Poireau, allongé comme dans un tombeau. « Les hommes chargés de pesticides vont sûrement revenir. Là, je surgirai tel un fauve et je leur sauterai dessus. Vous les ficérerez tout cru.
N'est-ce pas dangereux? Demanda Docteur Navet. Nous sommes beaucoup plus petits qu'eux. Nous n'avons pas le choix, lança Sire Poirot. Docteur Navet se retrancha dans un proche bosquet. Toute la nuit, ils attendirent ainsi tapis. À l'aube, alors que Docteur Navet s'endormait, il entendit la voix de Sire Poirot. « Oh, je te tiens, vilain !»« Pardon, monsieur ?» répondit un gros escargot avec des involtures, une trace de bave sur l'encolure. « Où sont les pesticides ?» cria Sire Poirot. « Que me voulez-vous, espèce de fou ?» répondit l'escargot sur le coup. Docteur Navet était sorti de son bosquet. « C'est sans doute un malentendu, monsieur l'escargot. Mais que faites-vous parmi les fraises ?»« Cher monsieur, poursuivit l'escargot, je suis chef cuisinier et je vous prierai de me traiter avec plus d'amabilité. J'organise un banquet avec tous les escargots du potager et je n'ai pas de temps à perdre avec vos simagrées. »« Vous avouez !» poursuivit Sire Poirot, enragé. « Avouez quoi ? Que vous avez empoisonné les fraises. Mais mon cher, pour qui me prenez-vous ? Je suis un artiste et la cuisine est mon art. Ces gariguettes sont fantastiques, poursuivit l'escargot, empathique. Leur saveur est citronnée, mes convives vont adorer, et je vous suggère même d'y goûter. C'est donc lui ? Questionna Docteur Navet, surpris. Il faut croire que oui, répondit Sire Poirot, ahuri. Puis aussitôt, il cria « Attrapez-le !» Mais Docteur Navet, bien trop gourmand pour blâmer un grand cuisinier, fit l'empoter. L'escargot en profita pour s'échapper. « Voilà !» hurla Sire Poirot fâché. « Ce que... » bredouilla piteusement Docteur Navet. « Bon, ne perdons plus de temps et suivons sa trace. » Bientôt, ils arrivèrent dans une petite clairière. Là, ils découvrirent une assemblée d'escargots, tous attablés devant un énorme buffet. Que de bons produits de saison! C'était un régal pour les yeux, et l'on ne pouvait résister à la tentation. Au milieu de la tablée, le grand chef paradait. Ses cuillères étaient comme des baguettes magiques. Elles transformaient tout ce qu'elles touchaient en dessert, en soufflé ou en aspic. C'était le plus beau menu que l'on eût jamais vu. Nos deux compères étaient émerveillés. Même les fraises semblaient à leur aise. Légumes et fruits étaient au paradis. Jamais on n'avait servi avec autant de talent leur esprit. Une bande de citrons avait été jetée dehors des plantations. Cette année-là, le citronnier, planté au milieu du potager, avait donné des fruits très gros, mais tous tordus, avec un affreux jus. Aussi, le jardinier s'en débarrassa-t-il au plus vite. Bien jaune et bien fripon, sans noble façon, il s'était retrouvé sur le marché parmi les coquillages et les crustacés. Cette bande de voyous, qui n'avait rien dans le citron, trouva sur le stand de la poissonnière une pauvre écrevisse les pinces en l'air. La voyant seule, ils décidèrent d'en profiter et, sans pitié, se mirent à la chahuter. Tombée parmi les huîtres, l'écrevisse tenta à plusieurs reprises de les faire s'ouvrir. Elle cogna à leurs coquilles, espérant un soutien, une aide, un conseil. Mais non,
les huîtres ne vinrent pas la secourir. Ces dernières se cachaient bien à l'abri des citrons et de leur jus qui était pour elles un véritable poison. L'écrevisse, désespérée, chercha de l'aide de tous côtés. Que faisaient les autres crustacés? Tout comme les huîtres, ils évitaient de s'approcher. Ils avaient peur, et plus ils avaient peur, plus les citrons redoublaient de fureur. Sur l'étal du marché, la solidarité était comme une fleur fanée. Mais il faut croire que les plus faibles et les plus tendres ont souvent du courage à revendre, car l'écrevisse fut prête à se défendre. Elle remarqua non loin d'elle une girelle qui levait les yeux au ciel. Aussi, elle agita ses pinces, gonfla son ventre, fit beaucoup de bruit pour l'interpeller, affola les citrons par tant de conviction. Mais la belle girelle n'eut pour elle aucun égard, pas même un regard. Personne ne voulait se risquer à l'aider. Il fallait se rendre à l'évidence. Elle n'avait plus la moindre chance. Alors, par ses propres moyens, elle essaya de fuir les vilains. Elle fit un pas de côté, puis deux, afin de s'éclipser quand soudain, le plus gros des citrons lui barra le chemin. On ne t'a pas dit qu'ici c'est mal fréquenté? Qu'est-ce que tu fais dans nos quartiers? C'est que je suis venue chez mes amis, les huîtres, et... Ah oui, tes amis. Fais-moi rire, dit Monsieur le Jaune. Elles ne t'ont même pas ouvert leurs coquilles. C'est que quoi? Ici, c'est notre territoire, dit le gros citron. Y a rien à voir. Compris, dit l'écrevisse. Je dévisse. Mais, de tout son poids, le citron la bloqua. Hé, la miss, si tu nous dansais une polka? Je ne suis pas très bonne danseuse, rétorqua-t-elle. Cependant, effrayée, elle se mit à danser. Elle fit un pas compliqué sur le côté, prit de l'élan pour recommencer, lança une pince en l'air et finit par tomber sur le dos, les pinces de travers. À ce moment-là, le gros citron et ses complices se jetèrent sur l'écrevisse. « Au secours !» cria-t-elle. Mais personne ne l'entendait. Et surtout pas la poissonnière qui hurlait plus fort qu'elle. « Achetez mes beaux poissons, coquillages, crustacés, tout est frais, tout est bon marché. » Elle se pavanait devant ses dorades, ses poulpes, ses calmars, ses sardines. En gros, elle faisait la maligne. Elle retirait les filets des saumons et coupait en tranches un énorme thon. Ses mains étaient lestes. Elle vidait, tranchait, écaillait, tandis que dans les coins des huîtres, ça se gâtait. L'écrevisse en difficulté s'agitait de plus belle, suppliant la marchande affairée. Mais cette dernière, qui n'était pas sentimentale, n'entendait que le bruit des pièces arrivant dans sa caisse. Elle se frottait les mains devant son butin, bien en peine d'imaginer une écrevisse au sombre destin. Bientôt, les citrons, tous en rond, bloquèrent leur proie. L'écrevisse, qui avait tant crié, n'avait plus de voix. Malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à s'échapper et eut une pince cassée.
Cette bande de voyous ne valait pas un clou. Ils la renversèrent une nouvelle fois et l'écrasèrent, jetant au passage quelques huîtres à terre. Sûrs de leur conduite et fiers de leur exploit, ils n'en tinrent pas un cas. C'est alors que la poissonnière, qui ne prenait pas le commerce à la légère, devant ces fruits de mer tombés à terre, se mit en colère. Elle prit un à un les citrons et les trancha en deux, sans façon. Ainsi, elle décora son étalage et n'eut plus de soucis de chapardage. Les citrons, qui n'avaient pas eu pitié de l'écrevisse, ne tirèrent de leur exploit aucun bénéfice. C'est ainsi que périssent les fripons dans le crime et sans pardon. Depuis quelques nuits, Johnny Lapin est réveillé par d'étranges bruits. De son clapier, il entend des petits sifflements et des grincements de bois. « C'est bizarre », se dit-il. La nuit suivante, Johnny se cache derrière les clapiers et attend, muni de sa lampe de poche. Il veut savoir d'où viennent ces bruits. Johnny est presque endormi quand tout à coup, il entend des petites voix qui se rapprochent. « Chut! Faites moins de bruit, les enfants, chut !» Johnny allume sa lampe. Il découvre toute une famille de coucous qui virevoltent au-dessus de la cour. « Oh non !» crie le plus gros coucou. « Tu es démasqué !» s'écrie Johnny. « Mais c'est Max, le coucou de l'horloger du fermier. Comment est-ce possible ?» s'étonne Johnny. Max et les 3 autres coucous viennent aussitôt se poser près de Johnny. « Tu connais mon secret maintenant. Je te présente Madame Coucou et nos 2 petits coucous. »« Félicitations !» lui dit joyeusement Johnny. « Quelle histoire extraordinaire !»« Je vais tout te raconter, » dit le coucou. « Quand le fermier dort profondément, je sors parfois de mon horloge pour me dégourdir les ailes, » explique Max. C'est ainsi que j'ai rencontré Madame Coucou une nuit, dans la chambre du fils du fermier. Nous nous sommes mariés et nous avons eu 2 merveilleux petits coucous. Je les cache dans mon horloge, mais mes chers petits ont besoin de prendre l'air. « Alors vous sortez la nuit ?» déclare Johnny. « Mais pourquoi en faire un secret ?»« Si le fermier nous découvre, il se fâchera. Il ne voudra pas de ma famille. Je ne pourrai pas le supporter, » dit Max. Et toute la famille se met à pleurer, à cette seule idée. « Ne pleurez plus !» leur dit Johnny. « Je crois que j'ai la solution. Il suffit d'apprendre l'heure à ta petite famille. Tous les quarts d'heure, un coucou chantera l'heure et toi tu sortiras à l'heure juste. 1h15, garçon coucou. 1h30, maman coucou. 1h45, fille coucou. 2h, Max, papa coucou. Ainsi toute la famille pourra se dégourdir les ailes et le fermier sera ravi d'entendre des chants différents toutes les 15 minutes. Dès le lendemain, Johnny va vérifier que son idée fonctionne bien. À 11h juste, Max sort pour chanter l'heure. Coucou, coucou. Alors, interroge Johnny. Tu avais raison, chante Max. Ça marche. La fermière a cru que le fermier lui avait fait une surprise en améliorant l'horloge. Comme elle est contente, son mari l'est aussi. Merci pour tout, Johnny, disent en chœur Max, sa femme et ses petits. De rien,
répond Johnny, content d'avoir pu rendre service à son ami. Et maintenant, quelques notions sur les heures, les minutes et les secondes. Un jour dure 24 heures. Une heure dure 60 minutes. Une minute dure 60 secondes. Un quart d'heure dure 15 minutes. Une demi-heure dure 30 minutes. Et 3 quarts d'heure dure 45 minutes. Et maintenant, quelle heure est-il? Nous allons lire de gauche à droite et de haut en bas. Midi ou minuit? Midi 5, 3h20, 4h25, 1h10, 2h15, 5h30, 6h moins 25, 7h moins 20, 8h moins le quart, 9h moins 10, 10h moins 5. Réponds à ces petites questions. À quelle heure prends-tu ton petit déjeuner? À quelle heure prends-tu ton déjeuner? À quelle heure prends-tu ton goûter? À quelle heure prends-tu ton dîner? À quelle heure te lèves-tu? À quelle heure te couches-tu? Voici un petit arbre généalogique. Comme la famille Coucou, je t'invite à créer le tien avec le nom de ton pépé, de ta mémé, de ton papy, de ta mamie, de ton tonton, de ta tata, de ton oncle, de ta tante, de ta maman et de ton papa, de tes cousins et de tes frères et sœurs. Ce matin, comme tous les matins, Frida, la bonne fermière, laisse son cochon batifoler dans la forêt quelques instants. Rien de plus fortifiant qu'un bon bol de glands et de châtaignes pour commencer la journée. La récréation est terminée. Dépêche-toi de rentrer. Je dois aller nourrir les poules. Mais le cochon, la bouche pleine, fait la sourde oreille. Frida, qui ne supporte pas la contrariété, va trouver du renfort auprès du meilleur ami de l'homme. Réveille-toi, Médor. Va croquer les fesses dodues de ce cochon têtu. Il n'est, hélas, pas aussi obéissant que toi. Mais le docile molosse se fiche pas mal de sa réputation. Il soulève péniblement une paupière et marmonne. Pourquoi veux-tu que j'aille le mordre? Il ne m'a rien fait. En plus, cela risque de me donner chaud. Et un chien chaud n'est bon qu'avec de la moutarde. La bonne fermière, qui ne supporte pas qu'on lui désobéisse, s'en va trouver le bâton. Bon sang de bois, toi le bâton, je t'ordonne d'aller taquiner le dos du chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Servir de matraque réveille mon trac. Et puis ce chien ne m'a rien fait. Je suis un bâton de berger, moi, et non un bâton de fessée. Frida, outrée par tant de rigidité, se dit que le bâton pliera devant la menace du feu. Lampe à pétrole,
Je veux qu'avec ta flamme, tu brûles le bâton qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. » « Je n'ai pas de raison de réduire ce pauvre bâton en cendres, » dit la flamme. « Il ne m'a rien fait. D'ailleurs, je ne me consume que pour éclairer cette grange. » La matrone fulmine. « Ils se sont tous donné le mot pour me retarder aujourd'hui. Toi, le sot, je sais que tu es plus intelligent que tu n'en as l'air. Va donc éteindre avec ton eau la flamme qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. » « Je n'ai pas de raison d'éteindre cette flamme, » s'écrie le récipient, plein de contenance. « Il ne m'a rien fait. Et puis je ne suis pas si sot. Moi je m'approche du feu, et mieux je me porte. » Fermière, excédée par ses débordements, s'en va au pré. Cette fois, la coupe est pleine. Et la Mirabelle, bois l'eau de ce seau qui ne veut pas éteindre la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Oh, je n'ai pas de raison de boire son eau. Il ne m'a rien fait, ce bon seau. Et puis je ne suis pas gourde. Je ne veux pas que ma panse déborde. À ta guise, dit la fermière, courroucée par l'entêtement de la bête à cornes. Oh là, boucher! Transforme-moi cette ruminante en beefsteak bien tendre. Figure-toi qu'elle ne veut pas boire l'eau du seau, qui ne veut pas éteindre la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon, qui ne veut pas rentrer à la maison. Et cette vache m'a l'air aussi vieille que toi, fermière. Si tu veux des steaks durs comme de la semelle, adresse-toi au cordonnier. Devant tant de roublardise, Fridoline décide d'abattre sa dernière carte. Elle va trouver Robès, le gendarme qui ouvre l'œil et qui toujours lui fait les yeux doux. Ô mon valeureux chevalier de l'ordre et du mérite, je te supplie d'arrêter et de mettre en prison ce mufle de boucher qui ne veut pas découper en rondelles ma Mirabelle, qui ne veut pas boire l'eau du seau, qui ne veut pas éteindre la flamme, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas battre le chien, qui ne veut pas mordre le cochon et qui ne veut pas rentrer à la maison. Oh, ma petite fleur des champs, si ce malotru t'a fâché, je m'en vais le jeter au cachot, répond le preux chevalier. Ces mots ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Le boucher pas bouché, qui tient trop à sa liberté, se précipite sur la vache, qui se rue sur le seau, qui se jette sur la lampe, qui fond sur le bâton, qui s'abat sur le chien, qui saute sur le cochon, qui prend ses jambes à son cou et file droit vers la porcherie. Essoufflée comme jamais, la rondouillarde Frida s'approche de l'entrée du bercail. « Enfin, je te tiens, tête de lard. Tu es coincée maintenant. À cause de toi, j'ai perdu toute une matinée de labeur. Pourquoi n'as-tu pas obéi tout de suite? Réponds, si tu ne veux pas finir en boudin, purée. » Le cochon redresse le groin et déclare: « Je vous serais rentré tout de suite si tu m'avais dit
S'il te plaît, ce n'est tout de même pas compliqué de demander les choses poliment. Non, dans steak haché, tu ne me l'as pas dit non plus, fermière, dit le boucher estomaqué. Bon sang de moi, pareil pour moi. Renchérit le bâton. J'en rougis pour toi, Frida, déclare la flamme. Accablée par toutes ces remarques, notre pauvre fermière reprend son travail là où elle l'avait laissé et promet qu'à partir de ce jour, elle n'oubliera plus jamais de dire « s'il te plaît » et « merci ». Dans une ville pas comme les autres, vivait un médecin passionné de musique. Dans cette ville, chaque maison représentait par sa forme un métier particulier. Celle du docteur Bellenotte était en forme de violon. Pourquoi un violon, diriez-vous? Une trousse de secours, une seringue, voire un thermomètre, mais un violon? La raison en était simple. Le docteur Bellenotte soignait grâce à la musique. Les consultations de ce médecin unique étaient agréables pour les enfants, car il les guérissait sans leur faire aucun mal, sans leur prescrire de sirop au goût désagréable, sans les menacer de piqûres aux pointes affûtées. Docteur Bellenotte soignait les oreillons avec le violon, le mal de dos avec le piano, la varicelle avec le violoncelle et la rage de dents avec un olifant. Pour l'anesthésie, un peu de poésie. Un jour, un petit chanteur arrivé à Faune fut même soigné avec un air de saxophone. Souvent, Rémi, le chien du médecin, se joignait aux consultations pour une séance de bonne humeur et de rigolade. Quand Rémi n'était pas de la partie, les enfants demandaient de ses nouvelles. Mais lorsqu'il était là, les consultations se transformaient en concerts privés. Inutile de le préciser, ce docteur et son chien étaient appréciés dans tout le quartier. Dès son plus jeune âge, le chien Rémi avait manifesté une patte de musicien. Il jouait de presque tous les instruments et composait des chansons pour le médecin et ses patients. Mais son passe-temps favori était de faire la cour aux demoiselles avec ou sans pédigré. Il allait sur ses 6 ans et la vie lui tendait les bras. Un jour de mauvais temps, alors que Rémi rentrait d'un rendez-vous avec l'une de ses dernières conquêtes, il se mit soudain à pleuvoir des clarinettes sur la ville. Un orage a tout cassé et Rémi disparut dans la tempête. Depuis ce jour-là, plus personne n'eut de nouvelles de lui. Quand le docteur Bellenotte s'aperçut de la disparition de son chien adoré, le désespoir l'envahit. Chaque jour, la chance de revoir Rémi diminuait. Petit à petit, le docteur Bellenotte cessa de jouer du violon. Il n'avait plus le goût du travail. Et comme tout musicien qui n'exerce pas son art régulièrement, il perdit la main. Ce qu'il ne savait pas, c'est que non loin de là, Rémi menait une douce vie avec Mila, sa bien-aimée, qui allait avoir des chiots. Rémi allait devenir papa. Son cœur battait si fort pour Mila et leurs futurs enfants qu'il en avait complètement oublié le pauvre docteur Bellenotte. Tous les jours, il apprenait à chanter des comptines pour être prêt quand ses petits seraient là. Au bout de quelque temps, le docteur Bellenotte se dit que cela ne pouvait plus durer. Il devait reprendre ses consultations. Mais une chose étrange se produisit. Ses patients ressortaient de son cabinet encore plus malades que lorsqu'ils y rentraient. Peu à peu, tous les patients du docteur Bellenotte le quittèrent. Son cabinet n'était plus fréquenté. Pire,
certains descendirent dans la rue pour manifester leur colère. Ils hurlaient des slogans au rythme d'un métronome. Pauvre docteur Bellenote, il ne sait plus ce qu'il fait. Je vais changer de médecin. On veut de la bonne musique. De la bonne musique, c'est la santé. Stop au mauvais son, ouais. Non, mais... grrr. La mauvaise musique fait mal aux oreilles. Ouais. Le docteur Bellenote se rendit compte qu'il était la cause de tous ces malheurs. Il lui fallait se rendre à l'évidence. Il jouait faux. Son esprit chagriné par la disparition de Rémi ne pouvait plus se concentrer. Ses doigts ne trouvaient plus la juste place sur les cordes. Notre bon médecin plongea alors dans une profonde mélancolie. Abandonné de tous, il prit l'habitude de sortir dans la rue et de s'asseoir sur un banc face au conservatoire. Il écoutait la symphonie urbaine des rires des enfants, le rythme des klaxons, le vibrato du métro, les courants d'air glissant d'une rue à l'autre. Ce matin-là, assis sur son banc, il regardait les chiens jouer autour de lui tout en pensant à son cher Rémi. Son cœur était lourd et ses yeux si fatigués qu'il finit par s'endormir. Soudain, il se retrouva dans une pièce où un homme était assis devant un piano. Ce dernier jouait merveilleusement bien. Les notes lui chatouillaient les oreilles, lui soulevaient les mains. Ses cheveux dansaient sur cet hymne à la joie. Le docteur Bellenote interpella le musicien, heureux de se retrouver en si bonne compagnie. Mais celui-ci ne répondit pas. Après plusieurs tentatives, le docteur se résigna au silence. À ce moment-là, le musicien se retourna et dit en souriant : « Je suis sourd, certes, mais je ressens la musique. » Interloqué, le docteur Bellenote s'approcha de lui. N'en croyant pas ses yeux, il se trouvait en face de Beethoven, l'immense Beethoven. « Maestro, mais comment ressentez-vous la musique ? L'Afrique, pourquoi me parlez-vous d'Afrique ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais non, je ne suis pas un vampire. Au contraire, je vous rends hommage. Sans façon, je déteste le fromage. Je suis friand de vos symphonies. Mon talent est infini. Oh, merci, cher ami. » Un klaxon réveilla brusquement le docteur qui rêvait encore à Beethoven. Reprenant ses esprits, il se dit qu'après tout, lui n'était pas sourd. Avec un peu d'effort, il pourrait de nouveau faire de la musique et redevenir un bon médecin. Au même moment, un groupe d'enfants sortit du conservatoire en chantonnant Le Petit Chien de Chopin. Cette mélodie de pattes rapides et de joyeux museaux le mit de bonne humeur. Il se leva, sourire aux lèvres, pensant à son violon et se précipita chez lui pour s'exercer. De retour chez lui, une immense force l'envahit. Il se crut devenu un géant pouvant jouer à plusieurs mains. Il imaginait les enfants voler de joie. Pendant plusieurs jours, il fut porté par une force invisible qui faisait swinguer les instruments, un peu comme son ami Django autrefois, lorsque, ensemble, ils découvraient les rythmes du jazz. Dorénavant, il avait un but : guérir les enfants en jouant mieux que jamais. Après tout, il était médecin musicien et il avait fait le serment de soigner grâce à la musique. Mais pour cela, il fallait travailler dur. Petit à petit, ses doigts se délièrent. Il dansait sur les cordes de son violon.
les passants dans la rue entendirent les jolis sons qui s'échappaient de nouveau de sa maison et, comme envoûtés, vinrent se rassembler sous ses fenêtres. Plus que jamais, la musique du docteur Bellenotte surpassait tous les remèdes du monde. Alors, le cabinet du docteur commença à se remplir de nouveau, jusqu'au jour où, dans la salle d'attente, au milieu des enfants assis sur les petites chaises, les camions à pédales et autres chevaux à bascule, un petit museau pointa timidement, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, et enfin de 2 plus gros museaux. Les cris des enfants firent sortir le docteur. Mais quelques instants après, tous se mirent à rire et à danser, car Rémi était de retour avec toute sa famille. Depuis lors, ce fut tous les jours la fête chez le docteur Bellenotte, mais aussi dans la cité tout entière, car le bonheur qu'il procurait s'était répandu dans tous les quartiers et déborda même hors des limites de la ville. Le bien qu'il faisait était parvenu aux oreilles de nombreuses personnes de par le monde. Certains venaient de très loin pour écouter les concerts de Rémi et du docteur Bellenotte. Ne pouvant satisfaire tout le monde, le docteur ouvrit alors une école et forma des disciples. Une fois formés, chacun d'entre eux partait courir le monde, accompagné des nombreux chiots de Rémi et Mila, tous aussi doués que leur maman et leur papa. Le monde entier était heureux et en bonne santé. Parole d'honneur. Il était une fois une petite poule du nom de Cocotte. Cocotte vivait dans une belle ferme avec un grand champ verdoyant où elle passait la plupart de ses journées en compagnie de ses amis les autres poules. Elle picorait des graines, se prélassait au soleil et caquetait joyeusement. Mais chaque nuit, quand tout le monde dormait profondément dans le poulailler, Cocotte restait éveillée, les yeux grands ouverts, remplis de rêves et de curiosité. Elle rêvait de l'inconnu, de lieux lointains et d'aventures extraordinaires. Elle imaginait des forêts profondes, des montagnes géantes et des rivières étincelantes. Un matin, Cocotte se leva avec une décision prise. Aujourd'hui, elle partirait à l'aventure pour découvrir le monde au-delà de la ferme. Elle sautilla hors du poulailler avec enthousiasme, ignorant le regard inquiet des autres poules. Elle arpenta le champ, traversa une prairie parsemée de marguerites et finit par arriver à une grande forêt. Les arbres immenses semblaient toucher le ciel et les rayons du soleil filtraient à travers les feuilles pour créer un spectacle de lumière et d'ombre. Cocotte n'était pas seule dans la forêt. Elle entendit un bruit dans les arbres et aperçut un petit écureuil roux qui sautillait de branche en branche. « Bonjour, je m'appelle Cocotte et je suis en voyage, » dit-elle avec un sourire. L'écureuil, nommé Noisette, était intrigué par cette poule voyageuse. Il se présenta avec un petit rire et lui offrit de lui montrer les merveilles de la forêt. Ils partirent ensemble, sautillant parmi les feuilles et découvrant des champignons colorés et des baies juteuses. Cocotte et Noisette rencontrèrent une variété d'animaux de la forêt. Ils
croisèrent un groupe d'oiseaux chanteurs qui remplirent l'air de mélodies douces, puis visitèrent une cascade étincelante qui éclaboussait des gouttelettes d'eau dans tous les sens. Un jour, alors qu'ils se reposaient près d'une rivière, un lapin farceur les approcha et proposa une partie de cache-cache. Cocotte et Noisette acceptèrent avec joie. Le lapin se cacha derrière un buisson, tandis que Cocotte comptait jusqu'à 10. Puis, elle partit à la recherche du lapin en riant de bon cœur. Après quelques minutes, elle découvrit le lapin caché derrière un arbre et l'attrapa en riant. Les aventures de Cocotte et Noisette étaient remplies de rires, de découvertes et de joie. Cocotte se sentait plus vivante que jamais. Mais bientôt, elle commença à ressentir un petit pincement dans son cœur. Elle savait que sa famille et ses amis poules lui manquaient. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les arbres de la forêt, Cocotte prit une décision difficile. Elle savait qu'il était temps de retourner à la ferme. Elle dit au revoir à Noisette, les yeux brillants de tristesse, mais promit de revenir le voir un jour. Le voyage de retour vers la ferme fut long, mais Cocotte ne se sentait plus seule. Elle se réjouissait à l'idée de retrouver sa famille et de partager ses incroyables aventures avec elle. Quand elle revint à la ferme, ses amies poules se précipitèrent pour la saluer. Elles avaient été inquiètes pour elle, mais en entendant ces récits passionnants, elles savaient que Cocotte avait fait le bon choix en suivant son cœur. Cocotte se blottit sous ses plumes douces, heureuse d'être de retour à la maison. Elle savait maintenant que la ferme était son vrai chez-soi, mais elle gardait son esprit ouvert aux aventures futures. Chaque nuit, quand Cocotte fermait les yeux pour dormir, elle rêvait encore de ses voyages passés et de ceux à venir. Son cœur était rempli de souvenirs, de rires et de merveilles. Et elle savait que la vie était belle, où qu'elle aille. Cocotte passa encore plusieurs jours à la ferme, partageant ses aventures avec ses amies poules. Elle écoutait avec émerveillement, et certaines se mirent à rêver à leur propre voyage. Cocotte était devenue une source d'inspiration pour toutes. Un matin, Cocotte se réveilla avec une nouvelle idée excitante. Elle décida de raconter ses aventures à tous les animaux de la ferme. Elle se pencha sur une clôture et commença à raconter ses histoires avec enthousiasme. Les vaches, les cochons et même le vieux coq écoutèrent avec fascination. Cocotte avait un public fidèle qui venait chaque matin pour entendre ses récits. Elle racontait les moments où elle avait escaladé des collines escarpées, exploré des grottes mystérieuses et joué à cache-cache avec des animaux sauvages. Chaque histoire était plus excitante que la précédente. Le petit canard de la ferme, Caneton, était particulièrement captivé par les aventures de Cocotte. Ses yeux brillaient d'admiration à chaque récit. Cocotte et Caneton devinrent rapidement amis. Ils passaient leur temps à jouer à l'explorateur dans la cour de la ferme.
découvrant des trésors imaginaires et se lançant dans de grandes aventures. Un jour, Cocotte eut une idée encore plus grande. Elle proposa de montrer à Caneton un véritable endroit qu'elle avait découvert lors de son voyage. Caneton était excité et accepta immédiatement. Ils se mirent en route vers la forêt où Cocotte avait rencontré Noisette l'écureuil. Dans la forêt, Cocotte et Caneton découvrirent le buisson de baies sauvages où ils avaient cueilli des fruits juteux. Ils jouèrent à cache-cache autour des arbres majestueux et Cocotte raconta à Caneton l'histoire de la cascade étincelante. Caneton était aux anges et il remercia Cocotte pour cette incroyable aventure. Le temps passa et Cocotte continua à partager ses aventures avec tous les animaux de la ferme. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes et de nouveaux récits. Les animaux de la ferme se sentaient plus proches les uns des autres grâce aux histoires de Cocotte. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Cocotte réfléchit à tout ce qu'elle avait vécu. Elle réalisa que même si elle aimait raconter ses aventures, il y avait encore tant de choses à découvrir à la ferme. Elle décida de faire une pause dans ses récits pour profiter pleinement de la vie à la ferme. Cocotte et Caneton continuèrent à jouer et à explorer ensemble, mais ils savaient que les aventures de Cocotte ne s'arrêteraient jamais vraiment. Chaque nuit, quand elle fermait les yeux pour dormir, elle rêvait de ses prochaines aventures, en se demandant quelle merveille elle découvrirait la prochaine fois. La ferme était devenue un endroit encore plus spécial grâce à Cocotte et à ses histoires. Tous les animaux savaient que l'aventure pouvait se trouver partout, même juste à côté de chez soi. Alors, petit chat, tu as brossé tes dents? Tu t'es mis en pyjama? Tu t'es allongé dans ton lit? Très bien. Attrape ton doudou, fais un câlin à ta maman si elle est là. Et c'est parti pour notre histoire. Petit déjeuner chocolaté, petite tasse ébréchée. Petit cheval fougueux, petit pistolet, pan, pan. Petit entourloupe, petit chenapan. Petit cœur palpitant, petite escapade, en avant. Petite fille dans le pré, petit âne enrobé, petite promenade improvisée, petit bouquet butiné. Petit genêt poilu, petit bleu et douillet, petite pâquerette, petite violette. Petite dispute, éclat de voix, petite flamme, petite fugue. Petit clou tordu, poteau griffé, poche percée, bille égarée. L'ombre de l'orage gronde le ciel et craque les nuages. Quelle heureuse retrouvaille, poudre de pétales. Sous le ciel se détache le bleu du paysage.
verger. Petite pomme, pomme sucrée. Petite trampoline, par-dessus la palissade. Paupières closes, horizon vagabond, et tout au fond, petit cochon glouton. Petite pluie éparse, parapluie, le long de la palissade. Petit pied tout mouillé, longue explication maison, petit écart pardonné. Petite balancelle, immense joie, grosse bise. C'était le mois de décembre. Docteur Navet portait son manteau blanc et Sire Poirot sa longue écharpe verte. Cachés du froid et protégés du vent par la grande serre où ils passaient l'hiver, ils évoquaient leurs récentes affaires. À l'extérieur, pas un bruit. La neige avait recouvert le sol comme un tapis. Il faisait presque nuit. Tout à coup, on entendit un cri. Cela provenait de l'allée des crucifères. Docteur Navet et Sire Poirot s'y précipitèrent. « Je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose d'affreux, » dit Sire Poirot. « Avertis tous les jeunes plants. 10 petits choux ont été enlevés. Il faut être vigilant. » Soudain, tous accoururent auprès du grand chou. Sa tige était vide à faire peur. Plus un seul bourgeon pour orner l'aisselle de ses feuilles. Sire Poirot questionna les premiers témoins, les oignons qui tremblaient sans raison. « Eh bien, messieurs oignons, demande Sire Poirot, pourquoi tant d'émotion ? » « C'est à cause des chromisphères et des rutabagas. Oh, qu'il fait froid !»« Mais que me racontez-vous là ?» cria Sire Poirot. « Quelle est cette histoire sans dessus-dessous ?» « Brrr !» continuèrent les oignons en ajustant leurs multiples manteaux. « C'est promis, Sire Miraut, nous viendrons à la fête des haricots. »« Cela me semble complètement givré ou bien trop malin pour parler, » dit Sire Poirot à Docteur Navet. « En attendant, rapprochons-nous du grand chou. »« Tiens, tiens !» s'exclama tout à coup Sire Poirot. Un morceau de papier a été déposé au pied du grand chou éploré. Il lut à voix haute le mystérieux message. 10 petits choux allèrent se promener. L'un d'eux rêvait à l'hiver au crissement de la neige sous le pas des passants. Il disparut dans le cochon. Il n'en resta que 9. 9 petits choux suivirent les traces dans la neige. L'un d'eux était en tête du cortège. Il n'en resta que 8. 8 petits choux entendirent des grelots. L'un d'eux suivit le tempo. Il n'en resta que 7. 7 petits choux rencontrèrent un traîneau. Tous voulurent grimper très haut. Des petits choux, il n'en resta aucun. « Mon cher Navet, » conclut Sire Poirot, « pour comprendre ce mystère, il nous faut quitter la serre. » Nos 2 compères s'engagent vers la sortie. Dehors, le givre recouvrait la terre comme un drap de glace étincelant. Sous la lune, le soleil brillait comme l'argent. Ils eurent au fait de découvrir de drôles d'empreintes qui s'enfonçaient dans la neige. « Un attelage !» s'écria Docteur Navet. « Ce sont les traces d'un attelage !» À peine avait-il fini sa phrase qu'il reçut un grand coup sur la tête. Une boîte de jouets venait de tomber du ciel. Docteur Navet était sonné. Sire Poirot l'aida à se relever.
Nom d'une betterave, grogna-t-il furieux. On a voulu m'assommer. Je crois plutôt que nous avons un indice, s'exclama Sire Poirot avec malice. Réfléchissez, cela ne vous dit rien? Que dit la comptine? Des grelots, un traîneau et maintenant des jouets. Ne sommes-nous pas à la fin décembre? Juste ciel, s'écria Docteur Navet. Le Père Noël. Exactement lui. Mais que ferait-il de 10 petits choux? Ça, c'est à lui que nous devons le demander, conclut Sire Poirot. Et tous deux continuèrent à progresser dans la neige. Au détour d'un bosquet, ils tombèrent sur quelque chose de doux et de chaud. Ils découvrirent les reines au repos. Plus loin, le Père Noël ronflait dans son traîneau. Dans sa hotte, on pouvait voir les 10 petits choux coincés parmi les joujoux. Sire Poirot et Docteur Navet les approchèrent. « Venez vite par ici !» chuchota Sire Poirot aux choux. « Nous sommes venus pour vous sauver !» Le plus jeune des choux répondit. « Il n'en est pas question. Nous voulons voyager par-dessus les toits, faire la tournée des cheminées et voir les yeux des enfants émerveillés. »« Quoi ?» s'indigna Sire Poirot. « Dois-je comprendre que vous êtes ici de votre plein gré ?»« Exactement, » reprit l'un d'entre eux. « Nous avons fui la serre pour connaître l'hiver, le soleil dans sa coque de nuages blancs et les fêtes du Nouvel An. »« Nom d'une courgette !» s'exclama Docteur Navet. « Les jeunes n'en font plus qu'à leur tête. » Tout à coup, le Père Noël sortit de son sommeil. Sire Poirot et Docteur Navet sursautèrent. « Bonsoir !» fit-il avec sa grosse voix. « Bonsoir !» répondirent nos deux compères en émoi. « Vous avez donc trouvé mon parchemin ?»« Ainsi c'était vous ?» interrogea Docteur Navet. « Oui, je l'avoue. Pour me comprendre, cela fait trop longtemps que je suis au service des enfants, et je vois plus de misère que d'enchantement. Pour beaucoup d'entre eux, un repas est plus important qu'un bel objet brillant. Voilà pourquoi les choux sont à mes côtés, pour nourrir les enfants désargentés. » Les 10 petits choux s'étaient rapprochés du Père Noël. « Laissez-les, » sollicita le vieil homme. « Nous chevaucherons les étoiles et ferons un festin pour que les enfants aient moins faim. Si vous le voulez, vous pouvez nous accompagner. Vu du ciel, la terre est d'une beauté sans pareille. » À ces mots, Docteur Navet et Sire Poirot sautèrent dans le traîneau. C'était la première fois que l'on voyait un tel équipage. Un Père Noël, des choux, un poireau et un navet, volant au-dessus des toits et des cheminées pour apporter un peu de chaleur et de dignité aux enfants oubliés. Demain matin, je m'envole de la colline pour un grand voyage. Un très grand voyage qui me mènera jusqu'à Paris. Venez nombreux pour mon départ. Votre ami, la souris. En effet, depuis des jours et des jours, je fabrique en secret une montgolfière. Ce drôle de ballon va me faire voler dans les airs. De ma petite nacelle, je vais pouvoir observer la terre et le ciel. J'ai hâte de m'envoler au milieu des nuages. Je suis très émue de vous voir tous réunis pour assister à mon départ. Monsieur Lapin, Monsieur Chat, Monsieur Hérisson et Madame Tortue, vous m'avez salué avec joie. Peut-être vais-je vivre quelques mauvaises aventures, mais qu'importe.
Ma curiosité est trop grande. De nouveaux horizons m'appellent. Merci à vous, mes amis. Que ce monde est beau vu de là-haut. Dans cet immense ciel, parsemé de nuages, les rayons du soleil chatouillent le paysage. Je m'émerveille devant ces champs de fleurs, ces forêts aux arbres majestueux avec une rivière qui serpente au milieu. À très bientôt, les amis! Mes chers amis, depuis quelques jours, mon petit ballon suit un large fleuve qui traverse les prairies. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de la Seine. Alors, j'ai allumé au maximum les gaz de ma montgolfière pour arriver sans tarder à la capitale. Et ce matin, quelle surprise! Me voilà à Paris. Ah, Paris! Que de choses à découvrir, que de gens à rencontrer. Les premiers Parisiens que j'ai vus sont bien étranges. Leur visage se trouve accroché sur le plus vieux pont de la ville, nommé bizarrement le Pont-Neuf. Ces têtes sourient, grimacent, pleurent. En tout cas, je suis très contente de saluer ces gens-là. Figurez-vous que sur la Seine se trouvent deux îles, l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. Cette dernière possède une très grande cathédrale un peu endommagée, Notre-Dame de Paris. Dans ces hauteurs vivent des personnages effrayants. L'un d'eux, un peu répugnant lui aussi, m'a expliqué que ces créatures de pierre sont des gargouilles, inoffensives maintenant. Je n'étais pas très rassurée, malgré ces explications, alors j'ai vite déguerpi. Les amis, je suis toujours à Paris, mais pour la première fois de ma vie, j'ai osé m'approcher d'une place nommée Châtelet. Ne vous inquiétez pas, je n'y ai pas trouvé de chat. Pourtant, on raconte qu'un gros chat jaune se cache sur cette place. Peut-être s'amuse-t-il avec les spectateurs qui sortent des théâtres le soir. Notre belle campagne me manque un peu. Alors, pour respirer un peu, j'ai demandé à un passant où je pouvais trouver un champ. Ce Parisien m'a indiqué la direction des Champs-Élysées. Quelle surprise! Je n'ai pas trouvé d'épis de blé ni de fleurs de tournesol, mais une grande avenue avec des boutiques luxueuses. J'ai posé ma montgolfière sur l'Arc de Triomphe et je dois dire que, de cet endroit, Paris est magnifique. Puis, dans le jardin des Tuileries, une petite fille nommée Zazie m'a déclaré que la seule chose intéressante à voir à Paris était le métro. Moi, avec ma montgolfière, je ne peux pas aller sous terre. Mais Zazie m'a dit qu'il existait des stations aériennes au nord de la ville. J'ai donc volé jusqu'à la station Barbès-Rochechouart. Une foule de gens se pressait pour entrer dans ces wagons. Sur le quai, un vieux rat m'observait. « Toi, si tu souris,
c'est que tu n'es pas ici. Viens, je te paye un café pour te montrer les recoins des titis parisiens. Je l'ai suivi. Non loin de là, nous nous sommes installés à la terrasse d'un bistrot. Les cafés sont les lieux parfaits pour regarder passer les gens pressés. En buvant tranquillement une noisette, ce rat de ville m'a décrit la plus belle colline de la ville. Elle s'appelle la butte Montmartre. Elle possède une vue incroyable sur les toits de la capitale. Des peintres y dessinent et des touristes s'y promènent. Demain, j'irai moi aussi m'y balader. Mes chers amis, le vieux rat avait raison. La butte Montmartre est un lieu incroyable. Moi qui pensais ne plus voir de champs ou de prés avant longtemps, voilà que ma montgolfière se pose entre des vignes. En me promenant dans les ruelles de la butte, j'ai découvert un drôle de cabaret dans lequel un lapin dansait et chantait. Le lapin agile. Il était très amusant et connaissait des tas de chansons sur son quartier. J'ai passé là une merveilleuse soirée. Aujourd'hui, mon petit ballon s'est posé sur une drôle de construction. Ce bâtiment ressemble à une usine de toutes les couleurs, une usine remplie d'œuvres d'art. Des dessins de Kandinsky, des peintures de Picasso, des sculptures de Brancusi et des gravures de Miro. Mes yeux se sont remplis de ces magnifiques œuvres. Jamais je n'avais vu de choses aussi drôles, aussi belles et aussi intrigantes. Après toutes ces émotions artistiques, j'ai eu besoin de trouver un endroit pour me reposer. Comme je me sens bien au parc Montsouris. C'est là, à l'ombre d'un chêne, et après une petite sieste, que je vous écris ma dernière lettre. En effet, je rentre bientôt parmi vous. J'ai 1000 choses à vous raconter encore. À très bientôt les amis. Signé La Souris. Très chère souris, tes lettres et tes récits de voyage nous ont donné l'envie et le courage de te rejoindre. Durant ces derniers jours, nous avons fabriqué notre propre montgolfière pour venir aussi à Paris. Nous serons tous réunis pour voler ensemble au milieu des nuages et découvrir de nouveaux paysages. À très bientôt, signé le hérisson, le chat, le lapin et la tortue. Voici la fin de cette belle histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. À bientôt.